Bonjour, voici la séquence numéro 5 de ce module mathématique pour le signal du département télécom de l'INSA de Lyon. Nous allons donc aujourd'hui parler des transformations orthonormales. On va un peu arrêter de parler de Fourier, qu'on va d'abord en parler un petit peu, puis après surtout d'autres transformations qui ont été proposées depuis. Alors, donc on a ici un certain nombre d'exemples finalement de fonctions qui permettront de décomposer, d'analyser un signal quelconque, compliqué, avec des signaux sinusoïdaux, des signaux rectangulaires, des signaux triangulaires, je vais mettre un pointeur laser, ou des signaux, par exemple, comme ici, un signal sinusoïdal amorti. Alors, ce qui est intéressant de voir, donc si je vais continuer avec la vidéo, c'est vraiment de parler un peu de Fourier. Donc, ce gars-là, né en 1807 à Auxerre, a quand même un petit peu révolutionné la mathématique et la physique, surtout parce que la première fois qu'il propose sa série de Fourier, c'est pour résoudre l'équation de la chaleur qu'on voit ici, où il va donc considérer que la chaleur va être sur une tige, et en plus la tige, il va considérer que c'est une tige circulaire qui permettrait d'avoir donc une périodicité de la chaleur avec une période donc de 2π, puisque la tige est circulaire de longueur de π, ce qui va permettre donc de proposer à cette équation de second ordre une solution sous forme donc de sinusoïde d'une série une série de Fourier, euh, sous la forme donc de quelque chose de relativement simple et connu à l'époque. Donc on est en 1807. Et donc la proposition par Fourier qui est faite est de trouver des solutions à cette équation de chaleur avec, sous cette forme. Ce qui va donc aussi donner des équations sur la convolution, la multiplication, par exemple, quand on est dans le spectre, la différenciation, etc. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est, puisqu'on parle d'historique, de parler un peu de Fourier. Donc, c'est un gars qui a été en plus politicien. Il a accompagné aussi notamment Napoléon en Égypte pour la guerre. Et donc, il aurait pu 2 fois être tué aussi. Mais bon, finalement, il a vécu relativement longtemps pour son époque. Et donc, il est décédé en 1830. Donc, il propose la première fois en 1807 ses travaux à l'Institut de France. Et surtout, il va donc faire un article, puisque quand on est chercheur, on présente ses travaux dans des journaux, dans des conférences, donc qui sont lus par des pairs, par des personnes compétentes. Et là, son papier a été lu par, alors je vais vous dire quand même des gens qui sont quand même relativement connus, Lacroix, Monge, Laplace, hein, vous connaissez l'ascension de Laplace, et Lagrange, hein, donc, dont on parle beaucoup évidemment. Et donc, son papier est refusé. Donc, les 3 premiers sont d'accord. Et Lagrange, il dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas. Je trouve que ce qui est proposé là n'est pas optimal. Effectivement, Lagrange croit à l'époque que décomposer un signal périodique ou non périodique, hein, parce que Fourier dit aussi que toute fonction non périodique pourrait être décomposée en une série de signaux sinusoïdaux. Et donc Lagrange dit attention, c'est possible, mais peut-être pas pour tous les signaux. Si on a un signal transitoire, par exemple un signal rectangulaire, ben, c'est quand même extrêmement compliqué de représenter un signal rectangulaire par une somme de sinusoïdes. Donc il a pas complètement tort, même si théoriquement on arrive bien sûr avec une infinité de points à représenter sous la forme d'une série de Fourier, un signal rectangulaire périodique par exemple. Voilà. Donc, comme son papier est refusé, finalement, il va faire un bouquin. En 1822, il fait un bouquin qui va être bien sûr publié. Puis après, donc, il va faire partie de l'Académie des sciences, etc. Donc, ce sera quelqu'un de connu, mais plutôt même connu que après sa mort. Bon, c'est comme ça. Mais bon, évidemment, c'est quelqu'un d'incontournable. Alors, une petite anecdote aussi, c'est que Fourier n'a pas lui proposé la transformée de Fourier inverse, donc c'est pas lui. Lui, il a dit je sais décomposer, analyser
avec une série de Fourier, une fonction continue périodique ou non périodique, d'accord, mais la transforme inverse a été proposée et a été démontrée par Plancherel. On en avait parlé du théorème Plancherel-Parseval. Le produit scalaire hermitien se conserve, la conservation d'énergie dans le temps, dans la fréquence, par exemple. Et donc, c'est la première fois que par Plancherel dit moi, je vais travailler plutôt avec des fonctions à carré intégrable. Donc, pour les fonctions à carré intégrable, souvenez-vous, on en a parlé dans l'espace de Hilbert. C'est notre premier exemple d'espace de Hilbert qu'on a vu. Dans cet espace-là, la transformée de Fourier est une bijection. Ça veut dire qu'on peut faire la transformée de Fourier à l'aller, trouver la transformée de Fourier et revenir pour retrouver la fonction de départ, donc avec une bijection. Donc on va pouvoir ainsi définir la transformée de Fourier inverse proposée par Plancherel et non pas par Fourier. Et donc on parle également d'isométrie dans un espace de Hilbert lorsqu'on parle de Fourier, parce que les produits hermitiens se conservent, les produits scalaires, si vous mettez, dans un espace avec des bases orthonormées qui sont réelles et non pas complexes. Donc, je vais couper maintenant ma vidéo pour qu'on puisse continuer les transparents. Voilà donc ce que je vous ai expliqué un petit peu ici, avec un peu d'histoire. Comme disait Lagrange, Fourier marche très bien quand on veut travailler de manière globale, c'est-à-dire analyser le signal dans son ensemble. C'est quelque chose qui est quand même très bien pour détecter, par exemple, des très grandes fréquences dominantes qui existent dans un signal. Et plutôt, la transformée de Fourier va être utilisée plutôt très utile, très optimisée, on va dire, optimale, lorsque la fonction qu'on analyse est régulière. Il n'y a pas de transition, pas de discontinuité, donc une allure très gentille et un support temporel conséquent, relativement long. Et donc, on va globalement analyser ce signal avec quelques grandes fréquences dominantes, grandes ou petites, mais des fréquences dominantes. Voilà. Donc, probablement moins bien adapté à des transitions dans le signal. Après Fourier, donc en même temps que Fourier, évidemment, Fourier n'a pas uniquement proposé la transformée de Fourier, mais également, bien sûr, transformée de cosinus ou transformée de sinus. Donc, si à la place d'utiliser un exponentiel complexe, qui est donc un cos plus j sin, on propose de décomposer le signal avec uniquement des fonctions cosinus, bah là, on est en présence à ce moment-là de la transformée de cosinus. Ici, vous voyez qu'on projette x sur une fonction cosinus à la fréquence f, et on obtient le coefficient transformé de cosinus, xc, pour cette fréquence f ou f0, si c'est une fréquence très particulière. Et là, on retrouve notre forme quadratique avec donc un produit entre deux fonctions. Donc, on l'a déjà vu, c'est un produit scalaire. Pourquoi scalaire ici? Parce que la fonction de base ici est une fonction réelle. Donc, on est dans un espace de Hilbert avec des fonctions carré intégrables réelles. Voilà. Bon, cette transformation cosinus, donc vous voyez ici la version continue, elle n'était pas très utilisée jusqu'à 1974. Vous voyez qu'on fait un grand saut là, de presque un siècle et demi. Et donc, la première fois que la transformation cosinus discrète est proposée, donc vous voyez que c'est quand même relativement récent par rapport à Fourier, voici la proposition de passer donc en discret, c'est-à-dire manipuler des signaux discret ici, donc pour pouvoir éventuellement donc, utiliser cette transformation sur des machines, donc pouvoir faire des algorithmes avec, donc de les calculer rapidement avec des outils numériques. Voilà donc les fonctions de base ici, avec toujours devant un coefficient pour pouvoir normaliser, puisqu'on veut des fonctions normées pour être avec une base orthonormée. Donc toutes ces opérations-là ici, c'est pas pour compliquer, c'est simplement pour avoir des fonctions qui sont normées. Donc là, ici, on va obtenir autant de coefficients cosinus que de points dans le signal. Donc on part de n points, par exemple 1024 points, et on va arriver à 1024 coefficients de cosinus, de la transformée de cosinus discrète, qu'on va appeler donc la TCT ou DCT en anglais. Voilà. Discrete Cosine Transform. Donc, si on regarde maintenant le noyau de cette transformation, on sait ce que c'est maintenant. C'est une matrice où on a mis en ligne chacune des fonctions de base
avec K, donc le coefficient K qui représente l'évolution des fréquences. On peut voir ça comme des harmoniques. Et donc, qui commence par l'harmonique, enfin, la fréquence nulle, hein, c'est la fréquence, vous voyez, ça correspond en général, la première fonction, à l'analyse de la composante continue d'un signal, et puis après, petit à petit, la fréquence va augmenter, et la dernière fonction, c'est la dernière fonction qui varie le plus possible. Voilà. Donc les fonctions de base sont ici, on les a déjà vues, la transformation est réelle, le spectre est donc réel, c'est peut-être même plus facile à manipuler que le spectre complexe qui est donné par la transformée de Fourier. Alors pourquoi cette transformation, je vous en parle autant, donc déjà, pour terminer, voici les fonctions de base, si on les trace une par une, vous voyez, k égale 0, k égale 1, k égale 2, k égale 3, jusqu'à k égale 7. Donc là, ici, on représente une matrice 8,8. Donc ça, c'est pour faire une transformation cosinus sur 8 points. Donc chaque fonction de base permettra de calculer un point de la transformation de cosinus. Vous voyez que plus k augmente, plus les variations augmentent. Et ici, on a la variation la plus rapide possible. La densité est très connue parce qu'elle a été utilisée pour faire toutes les normes de compression qu'on utilise aujourd'hui, JPEG, MPEG-1, MPEG-2 pour la compression vidéo, H.264 pour la visioconférence, H.263 pardon, H.264 pour tout ce qui est compression vidéo, comme par exemple c'est que la qualité Blu-ray par exemple ou PlayStation 4, voilà, ça c'est la vidéo H.264 avec sa qualité. Pourquoi la DCT? Parce qu'on a montré, il y a eu beaucoup d'études là-dessus, que la transformation DCT était probablement la quasi optimale, pas l'optimale, mais pour un noyau figé, c'est la transformation optimale en termes de concentration d'énergie sur très peu de coefficients. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la DCT, vous obtenez très peu de coefficients très grands et la majorité des autres coefficients très petits, voire nuls, donc des coefficients qu'on peut négliger. Donc vous voyez que pour l'aspect compression, c'est l'idéal, on va pouvoir négliger plein de coefficients. La majorité des coefficients seront négligés parce qu'ils vont représenter un par un très peu d'énergie. Hein, voilà, donc ça permettra, si vous voulez, de, par exemple, imaginer 3 coefficients très grands et les 5 autres, si on avait 8 coefficients, les 5 autres très petits, on va pouvoir dire, on garde que les 3 coefficients, et en gardant les 3 coefficients, vous allez garder presque 98-99% de l'énergie du signal original. Donc ce sera une approximation au sens des moines carrés, au sens quadratique. Donc, ce n'est pas une convergence point à point, évidemment, on va perdre de l'information, mais la perte qu'on fait, l'erreur d'approximation qu'on a, est très petite, voire négligeable. On l'a déjà vu ça dans la vidéo précédente sur l'approximation des signaux. Et à travers les exercices qu'on a fait ensemble, qui accompagnent ces séquences, on a montré par exemple, pour la transformation Walsh-Hadamard, dont je vais vous parler juste maintenant, qu'on peut effectivement, avec 2 coefficients sur n, récupérer un maximum d'énergie, donc l'information majoritaire d'un signal, tout en n'ayant que très peu de coefficients pour représenter ce signal. Donc là, je vous ai montré, pour changer un exemple avec une image, parce qu'une image, qu'est-ce que c'est? Une image, ce n'est qu'un signal bidimensionnel, donc on a de lignes, on a des colonnes, voilà. Donc on peut appliquer sur un bloc, par exemple, de cette image-là, la transformée cosinus bidimensionnelle. Donc j'ai représenté ici, donc ce sont des images niveau de gris, et donc les niveaux de gris varient en général donc, de 0 à 255. 0 veut dire une valeur noire, donc noir absolu, et 255, c'est la valeur blanche, donc la plus blanche possible. Et entre les deux, vous avez donc, les nuances de gris. Ici, donc, on a représenté les nuances de gris correspondant à ce petit bloc qu'on a ici. Donc, je pense que c'est un bloc 16-16. Donc, sur le fond, on commence par des niveaux de gris, vous voyez, autour de 90-100. Ça descend un petit peu. Donc, puis après, on va augmenter. Vous voyez, quand on passe sur le chapeau, on augmente. Donc, le niveau de gris augmente. Vous voyez, c'est une variation assez lente qu'aime bien les transformés de type Fourier ou cosinus. Donc, vous voyez, il y a peu de fréquences dominantes. Donc, c'est quelque chose d'assez
gentil comme allure, hein, donc la surface que représente cette image discrète. Ben, si on calcule la transformée de cosinus, donc ici vous allez avoir, vous voyez que ici, on a ici donc 16 fois 16 pixels, donc 256 pixels dans ce bloc 16-16. Vous allez obtenir aussi, puisque c'est une base, on passe d'une base orthonormée à une autre, on va obtenir le même nombre de coefficients. Donc on a ici 16 fois 16 coefficients. Et alors j'ai représenté là la valeur qui correspond à la fréquence nulle. Ça correspond directement à un coefficient qui est proportionnel à la valeur moyenne du bloc, ici, d'accord? Donc qui est très grand. Quelques autres coefficients donc de faible fréquence à côté. Mais lorsqu'on va dans cette direction, donc on augmente en fréquence ici, d'accord? On augmente également en fréquence ici, hein, donc fréquence en ligne et en colonne. Ici, c'est la fréquence la plus grande possible qui puisse être fait sur ce bloc 16-16. Vous voyez que l'information de tout ce bloc de pixels est concentrée sur 4 ou 5 coefficients et c'est tout. Vous voyez la concentration d'énergie, donc la compacité, hein, on appelle ça comme ça, est très très forte. C'est pour ça que la DCT est utilisée pour la compression de données, 1D, 2D, 3D. Alors que si vous prenez un bloc beaucoup plus hétérogène, donc qui va bouger beaucoup, vous voyez que là, il y a quand même, c'est presque chaotique. Donc si on calculait l'entropie de ce bloc, l'entropie sera très très grande. Et donc si on calcule le spectre de ce bloc toujours 16-16, obtenir, vous voyez, un spectre un peu plus compliqué, mais quand même, les coefficients les plus forts sont concentrés sur des fréquences faibles, autour donc, de la fréquence 0, et quand on s'éloigne de la fréquence 0, alors elle est à la fréquence, des fréquences élevées, ici et là, donc ici, vous voyez ici par là, vous voyez que les coefficients restent toujours relativement faibles. Et donc vous voyez que là, on garderait plus de coefficients que tout à l'heure pour le bloc plus homogène, mais globalement, il y a plein de petits coefficients ici, hein, de valeurs faibles, ce sont des valeurs réelles, hein, de coefficients, qui peuvent être négligés. Vous voyez toujours la compacité. Alors, si on calculait l'énergie de ce bloc, donc en faisant la somme au carré des pixels, ce sera égal, puisque Plancherel-Parseval dit que l'énergie se conserve, n'est-ce pas, que si on calcule ici, on prend les coefficients, on les met au carré, on fait la somme des carrés des coefficients, on trouverait la même énergie, évidemment, puisque c'est une transformation qui est donc une isométrie dans l'espace de Hilbert, c'est une transformation réversible. Donc ça, je vais passer ces deux transparents. Mais est-ce qu'il n'y a que des signaux sinusoïdaux pour représenter l'information? Ben non, on peut utiliser d'autres fonctions de base, notamment des fonctions qui ne sont pas sinusoïdales, mais des fonctions qui sont carrées. Hein, donc ça, c'est opposé un peu plus tard en 1923 par Balcha Damar, donc deux chercheurs qui ont dit, mais nous, on aimerait bien décomposer le signal, non pas avec des signaux sinusoïdaux, mais avec des signaux rectangulaires. Des signaux, donc des 1, des -1, très faciles à manipuler avec des circuits électroniques. Voilà. Donc là, en plus, pour faire une somme, c'est facile. Pour faire un produit, c'est facile, parce que les amplitudes, c'est des plus ou moins 1. Donc vous voyez que c'est uniquement des changements de signes. Il n'y a plus de multiplication. Donc ça peut aller très très vite. Voilà. Et bon, ce qui a été proposé par Balcha-Damar, ce sont des signaux qui ne sont pas périodiques. Alors, on peut regarder tout de suite les fonctions de base. Donc ça, je viendrai après dessus. Voici les fonctions de base donc, du noyau de transformation de Balcha-Damar. Donc, vous voyez qu'ici, on a toujours la première fonction, ça correspond, si vous voulez, à la no-variation, c'est-à-dire détection de la composante continue du signal qu'on va analyser. Et petit à petit, quand on va aller vers le bas, on va voir que ici, vous voyez qu'on a donc des 1 et des -1. Il y a un changement de signe, un seul changement de signe, un seul passage par 0 ici. Et si on regarde par exemple pour k égale 2, vous allez avoir un changement de signe ici, un deuxième changement de signe ici. Vous voyez que pour k égale 2, j'ai deux changements de signe. C'est-à-dire que j'ai deux passages par 0, puis trois passages par 0, jusqu'à ici, vous voyez, 7 passages par 0. Alors, ce ne sont pas des signaux
périodiques, mais ce sont des signaux qui varient de plus en plus vite. Hein. Donc là, on parle de passage par zéro, de changement de signe. Donc l'idée, c'est toujours le même. Plus K augmente, donc plus on descend vers le bas, plus on va analyser des choses qui varient de plus en plus rapidement dans un signal. Voilà. Donc on peut en calculer qu'un seul coefficient. Avec une matrice, on peut calculer les 8 coefficients. Donc c'est un exemple avec 8 coefficients à calculer, donc une matrice 8-8. Voilà, donc là, ici, le transport que j'ai sauté, donc c'était juste pour mettre en place cette matrice. En général, on parle d'une matrice 2-2, puis après, on construit une matrice 4-4, une matrice 8-8. Simplement, la construction ne donne pas l'ordre croissant des passages par zéro. Donc, on va après changer les lignes, donc on les intervertir pour qu'on puisse aller de 0 à 7 dans l'ordre du nombre de passages par zéro. Voilà. Voilà. Donc, voici les fonctions de base. Vous voyez, pareil, lorsque K égale ou K augmente, on a des variations de plus en plus rapides. Alors, il faut juste noter que ce sont des fonctions qui ne sont pas des fonctions périodiques. Ce qui est important, ce n'est pas la périodicité, c'est de détecter des variations qui sont de différents types, de différentes natures, donc notamment de plus en plus rapides ici. Voilà. Donc, je termine ici cette séquence. Alors, ce qui était donc vu dans cette partie, dans cette séquence, c'était voir un peu finalement l'évolution de différentes transformations. Et nous allons continuer maintenant, et on va passer donc à des choses un peu plus actuelles, on va dire, en disant qu'une fonction sinusoïdale on peut l'utiliser différemment, on peut l'amortir par en le modulant par une exponentielle pour, par exemple, analyser une partie du signal et pas les autres parties. C'est-à-dire ne pas... Fourier est bien pour analyser globalement le signal, mais si je veux regarder juste une partie du signal, je ne suis peut-être pas obligé de regarder le signal dans son ensemble. Je peux moduler cette sinusoïde avec une exponentielle décroissante pouvoir analyser un support temporel qui sera fini. Donc, on va en parler dans la séquence prochaine. Et ce sera donc la transformée de Fourier à fenêtre glissante, qu'on appelle également short time Fourier analysis.